Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui la critique de Counter Spy, ensuite c'est le live report de Baby Metal. Alors normalement ce n'est pas le créneau du live report mais le créneau de Big Bang Hunter, mais l'émission a du retard. Et ensuite ce sera Money Shot, mais on commence avec les news. Disant que Dofus est la poule aux œufs d'or d'Ankama, avec toujours 2,5 millions de joueurs actifs par mois et un univers cross-média toujours fourmillant, dont un long métrage animé en perspective par exemple. Pour les joueurs les plus fidèles, de nombreuses récompenses seront prévues à partir de fin septembre avec le programme Veteran Reward. Les plus courageux quant à eux pourront se frotter au serveur épique et sa permadesse. Sans compter bien d'autres nouveaux contenus qui est sans cesse ajoutés. Autre coup d'éclat pour Ankama, la série animée Wakfu sera disponible sur Netflix à partir du 14 septembre. La série touchera ainsi le public américain et bien d'autres pays. Elle sera évidemment disponible dans le catalogue Netflix au lancement du service en France. Le développeur français Cyanide, à qui l'on doit des Blood Bowl et autres Of Orcs and Men, vient de dévoiler une vidéo de Styx Master of Shadows. C'est son prochain jeu d'infiltration, mettant en scène l'un des personnages principaux d'Of Orcs and Men, justement. On y découvre l'une des 4 compétences principales du gobelin Styx, sa capacité à générer des clones en l'occurrence. Un pouvoir bien pratique lorsqu'il s'agit de créer une diversion ou de se débarrasser de plusieurs ennemis en même temps. On avait eu l'occasion de jeter un œil au projet alors qu'il n'en était qu'à ses premiers stades de développement et l'ensemble paraissait déjà prometteur. Cette dernière vidéo en date nous montre qu'il y a effectivement du potentiel, tant sur le plan technique que sur les idées présentes dans le game system. On rappelle toutefois que Cyanide, c'est aussi le développeur d'une des tristes adaptations du Trône de Fer en jeu vidéo. On reste donc prudent et on attend d'avoir un peu plus de billes sur ce Styx avant de s'enthousiasmer. Looks like there's something out, but there's something. I'm sure I heard something. En alliant survie, hasard, bricolage et épouvante douce à la Tim Burton, Don't Starve a déjà eu l'occasion de faire ses preuves depuis sa sortie dans le courant de l'année dernière. Aujourd'hui, son développeur Clay Entertainment s'apprête à lui offrir une extension multijoueur dont la phase de bêta fermée est d'ores et déjà lancée. Baptisée Don't Starve Together, cette extension permettra à 2 joueurs de coopérer pour tenter de survivre le plus longtemps possible. Si cette perspective vous parle, vous pouvez vous inscrire à la bêta sur le site officiel du jeu en espérant être sélectionné parmi les candidats assurément nombreux. Dans le cas contraire, il faudra attendre une prochaine phase de test plus ouverte qui ne devrait pas trop tarder à voir le jour. En ce moment, on parle de jeux vidéo, en ce moment je travaille sur un jeu vidéo, sur le jeu vidéo de La Petite Mort 2. Vous savez qu'il y avait déjà eu un jeu avant, mais on n'était pas super content de la manière de jouer sur le portable. Parce que vous savez, jouer avec une croix multidirectionnelle sur un portable, c'est pas génial. Et du coup là, on a voulu revenir aux bases et j'ai créé un jeu avec Cake. On est 2, lui il a la programmation, moi je fais le reste, et à la musique on a 2080, que vous connaissez sur No Life, voilà, et en gros à la sortie, c'est 3 personnes, et moi je m'occupe des décors, je fais les personnages, et j'ai découvert le level design. J'avais jamais fait de level design, et j'appelle ça le scénario du jeu, et c'est juste trop bien. Parce que je fais des trucs, quand j'ai compris mon jeu, au bout d'un moment, je fais « Ah ouais, et là, le joueur, il s'y attendra pas, je vais mettre un trou, il va faire « Mais comment faire pour passer ?» Et je me suis éclaté, je fais ça cet été, j'étais chez moi, je faisais « Là, je mets un trou !» Il n'y avait que moi qui pouvait comprendre, mais vraiment, j'ai envie de faire... En fait, j'aurais envie vraiment de retenter le truc sur un jeu vidéo. Bon, celui-là, il n'est pas encore fini. Normalement, il sort le 8 octobre, c'est pas gagné. Il sort sur quoi ? Il va sortir normalement sur tous les téléphones portables et tablettes, et peut-être même sur ordinateur. Mais il se joue comment du coup Ah ça j'expliquerai après. En production depuis 1 an et demi, Counter Spy est un jeu d'espionnage infiltration développé par le studio californien Dynamite. Il s'agit de la toute première création du jeune studio fondé en 2011 par John Elliott et David Nottingham, 2 vétérans ayant travaillé entre autres pour LucasArts. Une petite structure donc composée d'une dizaine de personnes qui a reçu le soutien de Sony. Counter Spy est ainsi sorti exclusivement sur les consoles PlayStation, même s'il devrait rapidement voir le jour sur tablette et mobile. Comme de nombreux autres titres édités par Sony, il est téléchargeable en cross-buy autour des 13 € et profite de la fonction cross-save permettant de poursuivre sa partie sur n'importe quelle plateforme. Inspiré des jeux d'aventure-action cinématique à la Anotherworld, Oddworld ou Prince of Persia version 89, Counter Spy propose un gameplay 2D au sein d'environnements façonnés en 3D.
Une réalisation tridimensionnelle dont les développeurs ont voulu tirer parti via une mécanique de jeu permettant de basculer à tout moment en 3D. Enfin, presque à tout moment. Counter Spy est en effet un jeu d'espionnage où le joueur incarne un agent de l'organisation Counter, en pleine guerre froide, infiltrant les deux camps, socialistes et impérialistes. Et lorsqu'il se met à l'abri derrière un élément du décor adapté, via un cover system classique, la vue switch à la troisième personne pour permettre aux joueurs de shooter garde et caméras de sécurité. En termes de gameplay, Counter Spy exploite des mécaniques éprouvées. On peut se déplacer silencieusement en inclinant légèrement le stick analogique, les gardes sont attirés par le bruit et finissent par donner l'alerte lorsqu'ils sentent un danger. Il est d'ailleurs possible de les éliminer silencieusement ou de foncer vers eux pour les attaquer au corps à corps histoire d'économiser une balle. On peut escalader des éléments du décor, utiliser des ascenseurs, ramper dans des conduits d'aération, bref, du grand classique. Du coup, le jeu souffre clairement de la comparaison avec un Mark of a Ninja par exemple, la référence du jeu d'infiltration 2D, le titre de Clay Entertainment étant bien plus riche et varié. Mais les développeurs ont eu l'intelligence de proposer une approche fondamentalement différente pour apporter à leur titre une dimension gestion basée sur la persistance. À chaque mission, le joueur ayant d'ailleurs la possibilité au choix d'infiltrer le camp impérialiste ou le camp socialiste, il récoltera de l'argent et divers bonus. Parmi ces bonus, on trouve les plans liés au lancement de missiles nucléaires sur la Lune. Ces derniers peuvent être récupérés dans n'importe quel camp puisque ce sont les mêmes et déterminent l'accès à la mission finale qui permet de finir le jeu et de débloquer le niveau de difficulté supérieur. Les autres bonus sont des schémas permettant d'acheter de nouvelles armes ou des pages de formules qui donnent accès à des compétences spéciales. Celles-ci s'activent en début de mission moyennant un peu d'argent et ne durent que le temps de la mission. On pourra ainsi choisir de diminuer de 40% les dégâts causés par les gardes, courir en silence, shooter les caméras blindées et les gardes portant un casque, augmenter de 50% le temps nécessaire à un garde pour renforcer le niveau d'alerte, voire baisser d'un cran ce fameux niveau d'alerte dès le début de la mission et ainsi de suite. À vous de choisir là où les compétences qui correspondent à votre style de jeu, sachant que vous n'avez la possibilité d'en utiliser que 3 à la fois et qu'elles vous coûtent de l'argent. L'argent est l'élément autour duquel tourne toute la partie gestion de Counter Spy. Vous voulez équiper une nouvelle arme, sachant qu'il est possible d'en trimballer 4 à la fois, alors il faudra d'abord l'acheter. Les munitions utilisées au cours d'une mission n'étant pas régénérées à la fin de celle-ci, il conviendra d'en acheter de nouvelles au début de la suivante. On parlait de persistance un peu plus haut. Celle-ci touche à la fois votre compte en banque, vos munitions, mais aussi et surtout le DEFCON, soit le niveau d'alerte auquel vous avez terminé une mission. Le DEFCON va de 1 à 5, les niveaux d'alerte le plus élevé étant 1 et donc le plus bas 5. Si un garde vous repère, il peut à tout moment décider de renforcer le niveau d'alerte en utilisant sa radio. La jauge DEFCON se remplit alors et sitôt pleine, elle switch à l'unité inférieure. Vous aurez ainsi quelques secondes pour éliminer le garde scotché à sa radio afin de stopper la jauge. Si vous êtes abattu, la mission ne s'interrompt pas, mais le niveau d'alerte augmente automatiquement d'un cran. Et si vous êtes passé sous le DEFCON 1, soit le niveau d'alerte maximal, alors un compte à rebours s'enclenche, vous obligeant à finir la mission très vite. Si vous n'y parvenez pas, les missiles seront lancés et la mission perdue. Le niveau d'alerte, ou DEFCON, est persistant. Si vous êtes en DEFCON 2 à la fin d'une mission côté impérialiste par exemple, alors la suivante débutera également en DEFCON 2, ce qui suggère la présence de gardes bien plus nombreux, plus dangereux aussi, et de caméras plus sophistiquées. Vous avez alors 3 possibilités. Faire la mission suivante dans l'autre camp, si ce dernier est en DEFCON 3, 4 ou 5, débuter dans le même camp en activant auparavant la compétence Persuasion, qui diminue d'un cran le niveau d'alerte, ou tenter de le diminuer en cours de mission, en obligeant les officiers potentiellement présents, info donnée dans le briefing de départ, à se constituer prisonniers, ce qu'ils font systématiquement lorsqu'on braque une arme sur eux et qu'ils sont seuls. Vous devrez donc jouer avec tous ces paramètres afin de parvenir jusqu'à la mission finale. Si vous choisissez une mission avec un niveau d'alerte très bas, il sera peut-être avisé de dépenser un minimum d'argent en activant une seule compétence spéciale par exemple, ou aucune, histoire d'économiser un peu pour les missions les plus difficiles. D'autant que chaque mission sera différente, les niveaux étant générés aléatoirement. Les bonus et leurs emplacements ne seront donc jamais les mêmes, idem pour la structure du niveau et les passages secrets assez nombreux. Les niveaux sont également très courts et le jeu peut se finir en 1 heure en difficulté normale, d'où l'importance donnée au score, qui varie selon vos performances en cours de mission. Outre le fait de pouvoir accéder à un classement en ligne, des défis aléatoires seront même activés de temps à autre, ces derniers nécessitant de battre le score d'un autre joueur connecté. Doté d'une direction artistique réussie et de contrôle agréable, Counter Spy s'en sort très bien techniquement sur PS4. Sur PS3, en revanche, il faudra supporter de nombreux ralentissements. Malgré un côté répétitif lié au faible nombre d'interactions possibles, le jeu s'en sort malgré tout assez bien grâce à ses contrôles agréables et ce metagame basé à la fois sur la gestion de divers paramètres persistants et la notion de scoring. En gros, chaque partie jusqu'à la mission finale correspond à une gestion de carrière light de son espion, ce qui suffit à le distinguer d'un Mark of a Ninja autrement plus séduisant en termes de gameplay pur.
donc comme je vous disais, lorsqu'on a fait le premier jeu vidéo de la petite mort, il est super beau, j'en suis content et tout ça, mais il y avait un problème, c'est que c'était un jeu pour console de jeu, pour une manette, c'est un jeu de plateforme. Et du coup je me suis dit, si on refait un jeu, il faut trouver un concept qui soit facile à jouer avec un téléphone portable et une tablette. Et j'avais pas envie de faire un style de jeu que j'avais déjà vu, mais vu que j'ai pas joué à tous les jeux, peut-être que ça existe déjà, mais je suis parti dans l'idée. Moi je suis fan de Zelda, d'accord? J'adore le Zelda 1. Et donc l'idée c'est que la petite mort doit traverser un palais, vraiment à la vue de Zelda 1, avec un peu un graphisme sur la Zelda 1 plus cartoon quand même, voilà, pas en 8 bits. Et en fait je me suis dit, et si il y avait des pièges et tout, et qu'on voyait la salle en entier, et qu'en fait au début la petite mort elle attend pour avancer, et nous avec notre doigt, on fait le tracé du chemin qu'elle va faire. Et en fait, en gros, on regarde, il y a comme une énigme, comme une sorte de labyrinthe, on va dire, et on fait le tracé au doigt, après on fait action, et le personnage se déplace. Alors au début c'est simple, mais après c'est comme dans un jeu Nintendo, c'est-à-dire qu'après la petite mort, elle trouve un coffre, et elle a une faux, donc elle peut faucher. Ça veut dire que à partir du moment où vous avez fait votre tracé, s'il y a un monstre qui est devant vous, vous avez le droit d'appuyer une fois sur le bouton fauche pour faucher l'ennemi. Si vous vous ratez, vous n'avez plus le droit de faucher, et vous perdez. Voilà, alors j'espère que ça va fonctionner. On est en train de faire des tests, j'ai vu 2 niveaux, j'étais trop content déjà, j'étais fier, et ça a l'air de fonctionner un peu, voilà. On regarde le live report sur Baby Metal. Le soir du mardi 1er juillet 2014, alors que beaucoup se préparaient mentalement à affronter la jungle du Japan Expo, certains ouvraient les hostilités à la cigale, avec un mélange improbable d'idol et de métal, durant le concert de Baby Metal. Une palette de spectateurs très variés, de tout horizon, est venue ce soir-là au concert. La force de Baby Metal est justement d'avoir su fédérer à la fois un public habitué aux productions musicales japonaises et un public amateur de métal. Ce sont ces 2 publics qu'on a retrouvés à la cigale. Cela s'explique par le fait qu'on sent vraiment que les producteurs du groupe sont passionnés par ces 2 univers. Du coup, même si visuellement c'est extrêmement kitsch, à base de codes de rock éculés depuis plus de 10 ans, il y a un gros travail d'écriture sur les morceaux. On assiste à une vraie fusion d'idol et de métal. Ce ne sont pas des idoles chantant sur une caricature de métal, comme on pouvait le craindre et comme cela a pu être le cas sur leur premier single. D'ailleurs, sur le dernier single en date, Nigitsune, le côté idol est même devenu assez anecdotique. Sur scène, on sent un peu le manque d'expérience des filles encore très jeunes. 16歳です。ユーメタルは今15歳でモーメタルと同い年です。モーメタルは7月4日で15歳になります。Yui Metal fêtait son 15e anniversaire le 20 juin, événement qui faisait partie intégrante du concert à la cigale sous-titré Legend of Why. 今回のフランスのライブは、私のユーメタルの生誕祭なので、すごくお祝いしてくれるのかなとか、すごい自分も楽しみにしているので、それくらい私たちからもちゃんとパワーとか届けられるようにライブでも一生懸命頑張りたいなって思います。 Sur scène, c'est essentiellement l'aînée des 3 filles, Su Metal, qui chante. Les 2 plus jeunes dansent et font les chœurs la plupart du temps. Il y a quelques fausses notes, des effets vocaux pas encore très bien maîtrisés, mais rien de dramatique. Malgré leur jeune âge, elles s'en sortent très bien. Surtout que les musiques se sont succédées sans temps mort. Très peu de répit est laissé au public pour respirer, ainsi que pour les filles sur scène. En tout cas, Su Metal a vraiment du coffre. Dans quelques années, elle sera très douée, surtout vu le niveau de ce qu'on lui fait chanter et compte tenu de son âge. Un regret s'est dégagé du concert, tous les mouvements sont chorégraphiés. C'est parfois très sympa, mais le show manque d'un peu de folie, d'improvisation et de spontanéité. Pour le coup, c'est tout sauf rock'n'roll. C'est à ce niveau que se situe véritablement le choc culturel idol versus metal. Inévitablement, les pas de danse sont exécutés de manière assez rigide et n'apportent pas grand-chose au spectacle. C'est vraiment dommage, même s'il faut avouer que c'est souvent amusant. En tout cas, les 3 filles se donnent à fond, c'est agréable à voir. On pouvait aussi trouver dommage durant le concert qu'il n'y ait quasiment aucune interaction avec le public.
Au moins, l'introduction du concert était personnalisée avec une vidéo expliquant que les chanteuses de Baby Metal avaient été choisies par le dieu du métal pour se rendre à Paris et unifier le métal. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'était drôle de voir la ville située dans leur épopée fictive. Un indice supplémentaire qu'il ne faut pas se laisser abuser par les apparences. Les 3 fillettes qui chantent du métal, c'est une façade. Derrière, c'est un vrai laboratoire d'expérience musicale, souvent très inspiré. À se demander si les 3 filles s'en rendent seulement compte. Cela fleure bon la passion et l'envie de proposer quelque chose de spécial, tout en poussant le délire très loin comme seuls les Japonais savent le faire. Car vous l'aurez compris, non, ce n'est pas un producteur qui a réuni les 3 jeunes filles. 私たちには狐の神様っていう神様がいるんですけど、その神様が、私たち3人のことを選んでくださったので、私たちは詳しいことはよくわかりません。まだ会ったことがないのでどんな方かよくわからないんですけど。 Les 3 chanteuses étaient accompagnées de 4 musiciens pour jouer les morceaux, 2 guitaristes, un batteur et un bassiste. Au moins, on était sûr qu'il n'y avait pas de playback là. Les 4 musiciens étaient exceptionnels sur le plan technique, une vraie claque. Et c'est peut-être là l'élément qui remporte l'adhésion des fans de métal. Ce sont des musiciens de métal authentiques qui jouent avec les 3 filles et des brutes en la matière pour ne rien gâter. Et comme les jeunes filles, ils avaient la patate. Les riffs sont très simples et les filles ne chantent même pas toujours très bien d'ailleurs, s'il faut être franc. Pourtant, les morceaux sont tellement bien construits, les mélodies si efficaces, qu'au final certaines chansons de leur répertoire sont marquantes. Particulièrement pour les chansons titres, alors que certaines phases B laissent parfois à désirer. Chaque single a été écrit par des producteurs de métal japonais, dont le leader de Coltar of the Deepers. Le soin apporté à la composition des morceaux n'est pas à démontrer. Le groupe repose essentiellement sur la passion de la J-pop et du métal, et dépasse le cadre de la simple blague tel que le concept pourrait le laisser supposer. C'est justement parce que la formation ne prend pas les métalleux pour des jambons que la sauce fonctionne aussi bien. Cela permet au groupe d'aller piocher chez des spectateurs de plein d'univers différents. D'ailleurs, Baby Metal a pu se produire au festival Sonisphere en Grande-Bretagne, un événement majeur du métal européen, aux côtés d'Iron Maiden, Metallica et Slayer pour ne citer que. メタリカさんに、前夏にお会いさせていただいたんですけど、その時にライブを見せていただいた時に、すごいなっていう思いました。すごい優しい方でした。 Cerise sur le gâteau, malgré une inspiration métal des groupes occidentaux évident, les compositeurs ont réussi à insuffler leur sensibilité japonaise dans leur composition. Le résultat donne des titres comme Megitsune et son mix d'instruments traditionnels japonais. Ainsi, même si certains voient Baby Metal comme un groupe immature à cause de ses chanteuses, le traitement de leur musique à partir du single Headbanger, lui, est déjà extrêmement mature. Le bilan du concert est donc plus que positif. Que ce soit les chanteuses ou le groupe de session, tout le monde avait une énergie dingue, tous étaient visiblement heureux d'être à Paris. 初めてフランスに来たんですけど、フランスの方は、空港で、たくさん待っていてくださる方がいらっしゃったりとか、すごい、優しくて温かい方がたくさんいるなっていう風に感じました。これからライブなんですけど、最初はすごいフランスに来る前は、どういう方たちなのかなってすごい不安な気持ちでいっぱいだったんですけど、その空港でファンの方を見た時にそれがすごく楽しみな気持ちに変わりました。今からファンの皆さんに会うのがすごく楽しみですし、このテレビを見てくださっている方も、ベビーメタルのことを少しでも知っていただけたら嬉しいなというふうに思っています。これからも頑張っていきますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。 C'est Money Shot maintenant, et dans ce Money Shot, il y a la suite de Sin City. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai été très déçu par le premier Sin City. Parce que, alors attention, hein, je dis pas que le film est pas bien, c'est juste que j'avais pas lu la BD depuis super longtemps, et avant d'aller au cinéma pour aller voir Sin City, je me suis dit, je vais me remémorer l'histoire, je vais relire la BD avant d'y aller. Et vu que le film Sin City, ils ont utilisé la BD comme storyboard pour faire le film, et que j'ai vu plan par plan exactement ce que je venais de lire avant d'y aller, je me suis vraiment fait chier. Voilà. Alors je le sais, mais en tout cas, si je vais voir ce Sin City au cinéma, je ne relirai pas la BD avant. Voilà. On regarde Money Shot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot.
Cette semaine, on parlera de films qui ont mis du temps à se faire avec la suite de Sin City ainsi que Dracula Untold. Sorti en 2005, le premier Sin City, réalisé par Robert Rodriguez et Frank Miller, a fait l'effet d'une petite bombe. À la fois succès critique et public, le film était une réussite dans son travail de transposition de différentes histoires des comics de Frank Miller, à la fois scénaristiquement et surtout artistiquement. L'utilisation des dernières techniques numériques a permis à Robert Rodriguez d'adapter avec fidélité le style visuel des dessins de Miller, eux-mêmes très cinématographiques à la base. Peu de temps après, les réalisateurs avaient émis le souhait d'en réaliser une suite, ce qu'ils confirmeront 2 ans plus tard. Cependant, suite à une longue phase d'écriture et des problèmes avec les producteurs, le film a finalement mis 9 ans à se faire. Tenter de raconter l'histoire de Sin City est plus que compliqué puisqu'on y suivra plusieurs histoires, ne se déroulant pas forcément à la même période et n'ayant pas obligatoirement des connexions entre elles. Cependant, le trait d'union entre ces récits est la ville où ils se déroulent. Une ville où le crime fait loi, où les politiques et la police sont corrompus, où la mort et la drogue arpentent les rues. Cette ville, c'est Sin City. L'une des autres forces du premier film était la densité de son cast, et il en sera toujours de même dans le second. Ainsi, on retrouvera Mickey Rourke, Bruce Willis, Rosario Dawson, Jessica Alba et Jamie King. Les nouveaux venus Eva Green, Joseph Gordon-Levitt, Juno Temple, Lady Gaga, Ray Liotta et Christopher Meloni. Ainsi que les changements de cast, Clive Owen remplacé par Josh Brolin, Jamie Chung à la place de Devon Aoki et Dennis Haysbert reprenant le rôle incarné par le défunt Michael Clarke Duncan. On avait de quoi être excité par ce second Sin City, cependant la bande-annonce nous a un peu refroidi, principalement à cause de l'aspect visuel. On y ressent une patine numérique assez désagréable et beaucoup trop prononcée, rendant l'ensemble un peu cheap. Peut-être est-ce dû aux effets spéciaux pas encore définitifs au moment où les trailers ont été réalisés? Ou alors cela vient-il du je m'en foutisme visuel inhérent au dernier film de Rodriguez depuis Machete? On verra bien au moment de la sortie du film prévue pour le 17 septembre 2014. Mais il est clair qu'après 9 ans, la hype autour de Sin City est sérieusement retombée vu le beat que le film est en train de se taper outre-Atlantique. Sin City's where you go in with your eyes open. Or you don't come out at all. How did I get here? What have I done? You're the only man I ever loved. Death is just like life in Sin City. It always wins. You never thought we'd stand a chance against the most powerful man in the state. Maybe I'll go crazy. Crazy's sounding pretty good right now. Well, Senator, You got any idea what you're up against? You're up against a Rourke. I'm ready for your worst. Boy, you don't even want to dream about my worst. You'd be smart to kill me now. Ava. She betrayed me. Kill him. For power and profit. You've made me a very rich woman. You cannot defeat us. This time they crossed a fatal line. I need your help. Means going up against a lot of guns. I want to kill Rourke. Count me in. Power is a fragile thing. I need them to know the price Of defiance. now. Who wants to play? Looks like trouble. Looks like Christmas. You're starting a gang war. In a game for professionals. Never lose control. Never let the monster out. Initié en 2007, le projet Dracula Untold s'appelait au départ Dracula Year Zero et devait être réalisé par Alex Proyas, le réalisateur de The Crow et Dark City. Mais à cause d'un budget trop important et un cast de quasi inconnus à l'époque, Sam Worthington et Abby Cornish, le film fut jeté aux oubliettes jusqu'à ce que Gary Shore le reprenne en main. Retitré Dracula Untold, le film développe l'histoire du comte Vlad Tepes et comment celui-ci deviendra le légendaire Dracula. Mais plutôt que d'en faire une figure horrifique ou gothique, le long métrage met en scène le comte de manière héroïque, à la manière de la série Lord of Shadow, le tout enrobé avec une imagerie épique fortement inspirée par la récente relecture de Blanche-Neige. Côté cast, on retrouvera Luke Evans, Sarah Gadon que l'on a pu voir récemment dans l'excellent Enemy, Dominic Cooper ainsi que Charles Dance.
Si le pitch avait de quoi faire saliver, la bande-annonce a jeté un sacré froid sur nos attentes. Déjà parce qu'elle est étrangement structurée, avec par exemple le titre qui est dévoilé à 2 reprises. Certains plans sont assez ridicules, on a l'impression que l'intégralité du film y est racontée, et un moment de bravoure bien épique qui est dévoilé. Bref, on aurait aimé brûler d'impatience pour ce Dracula Untold, mais c'est avec scepticisme que l'on attend sa sortie prévue pour le 1er octobre 2014. My father was a great man. A hero, so they say. Sometimes the world doesn't need another hero. Sometimes what it needs is a monster. My prince. Oh, I've missed you. Something troubles you. The Sultan is preparing for battle and requires 1,000 boys for his army, including your son. Run to your mother. Look away! You can't protect us. I'll find a way. I have been waiting an eternity for a man of your strength to arrive. Welcome to your life. What is it you are seeking? I want the power to destroy my enemies and save my family. There's no turning back. Drink, Dracula. Welcome to your life. What's happening to you? I'm the thing men fear, not a ghost. Something else. There's a room where the light won't find you. I see the devil inside him! Walls come tumbling down. You think you are alive because you can fight? You are alive because of what I did to save you! The world. Never forget who I am. Pour finir, voici le teaser du très alléchant Gone Girl, le nouveau film de David Fincher dont on reparlera plus longuement dans la prochaine émission. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. You can't go on like this. It's not good enough for you? It's not even close. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Stay back, everybody stay back. I did not kill my wife. I am not a murderer. Je joue mon spectacle Petite dépression entre amis à la Nouvelle Scène le 21 septembre. C'est une date exceptionnelle parce que juste après, il y aura la diffusion de sketchs inédits et il y aura même peut-être un tournage pour des sketchs qui vont arriver bientôt sur internet. Je peux pas en dire plus. Voilà, à bientôt.